de la part de M. Javier Torres et Maria Fernanda Arensen. Javier va faire la présentation sur les musées salles de classe, développement d'une méthodologie d'enseignement linguistique multidisciplinaire et multisensorielle. Javier? Bon, bonjour tout le monde, je m'appelle Javier, je suis chargé de cours ici à l'Université de Saint-Boniface. Je remplace Maria Fernanda. Elle a pris une année sabbatique et j'ai eu l'honneur, le privilège de la remplacer pendant l'année qu'elle a dû focaliser ses énergies dans d'autres affaires. Et pour moi, c'était, j'ai dit, un privilège d'être choisi pour donner différents cours cette année. Mais aussi, pour moi, ça a été très, très, très intéressant de pouvoir proposer un projet d'innovation. Tout de suite, quand j'ai entendu parler de projet d'innovation, j'ai eu une idée que j'ai présentée à Maria Fernanda. Et pour moi, ça a été aussi très encourageant d'avoir cette autorisation de sa part, et non, pas seulement l'autorisation, mais l'encouragement de le faire. Alors, j'ai présenté l'idée à Maria Fernanda et on a parlé de ça. Elle m'a dit, bon, je trouve ça génial, on va le faire. On a présenté et on a reçu le financement. Alors, l'idée, basiquement, c'est de... Ça s'appelle Musée Salle de classe. Alors, je pense que... Est-ce que vous savez, vous, ce bâtiment? Vous connaissez ce bâtiment? Ce n'est pas un spaceship, c'est un musée. C'est en fait le premier musée national qui se trouve à l'extérieur de la capitale du pays. Avant 2008, tous les musées nationaux doivent être construits à Ottawa ou Gatineau. En 2008, la loi a été modifiée et ce musée a été établi comme le premier musée national dans une autre province. Il y a déjà 2 musées nationaux, mais ça a été le premier. L'autre s'appelle le Musée national de l'immigration, Pier 21, c'est à Halifax. Ce musée existait déjà avant, mais il a été nominé comme un musée national après 2008. Alors, l'idée, c'est d'avoir une approche multidisciplinaire et multisensorielle pour l'apprentissage de langue. Alors, je suis chargé de cours de plusieurs cours d'espagnol. Alors, peut-être vous allez vous poser la question, qu'est-ce que ça a à voir avec l'espagnol ou l'apprentissage de langue? Alors, basiquement, quand on enseigne une langue, il y a 4 piliers ou 4 compétences qu'on cherche de renforcer dans nos élèves. On a l'expression orale, on a l'expression écrite, la compréhension orale et la compréhension écrite. Ça veut dire que d'abord, on vous parle, après, on vous écrit, mais on veut aussi être capable de comprendre quand on nous parle et de comprendre quand on lit. Alors, ça, c'est vraiment les compétences qu'on cherche quand on apprend une langue. Mais le côté multidisciplinaire, c'est très important, vous le savez. Quand on apprend une langue, d'abord, on se met dans des situations très basiques, dans des situations très simples. On vous demande une bière, on vous demande où sont les toilettes. Alors, si vous allez dans un livre de niveau 1, de n'importe quelle langue, on se met dans des situations de... On est dans les stations de train. Est-ce que vous pouvez me vendre un billet de train? Et des choses comme ça. Mais à fur et à mesure qu'on commence à maîtriser la langue, il faut se mettre dans des contextes beaucoup plus complexes. Quand on sait qu'on commence à maîtriser une langue, quand on commence à parler de choses plus complexes. C'est pour ça qu'ici à l'Université de Saint-Boniface, dans le programme d'espagnol, j'imagine aussi que quand on apprend l'anglais et le français aussi, on a les cours 2000, les cours 3000 dans lesquels on apprend la langue, mais on apprend d'autres sujets aussi. Dans le cours 2000, ici, quand on apprend l'espagnol, cette année, on a eu un cours qui s'appelle le cinéma dans la culture hispanophone. Alors, on apprend par rapport à plusieurs thématiques, par rapport à la culture de l'Espagne, de l'Amérique latine, mais c'est surtout pour maîtriser la langue. On apprend plusieurs sujets et on discute plusieurs sujets par rapport au cinéma, par rapport à la culture hispanophone, mais le but, c'est d'apprendre l'espagnol, de maîtriser l'espagnol.
Et c'est aussi dans le niveau 3000, on a un cours qui s'appelle la violence, les dictatures, les révolutions dans le monde hispanophone, en l'Espagne et en Amérique latine. Alors, on parle de sujets encore plus complexes et c'est aussi le but de maîtriser encore plus la langue. Alors, ça, c'est le côté multidisciplinaire, mais le côté multisensoriel qu'on a essayé aussi de développer, c'est de sortir de la salle de classe. Malheureusement, on est dans une société qui a beaucoup bureaucratisé l'éducation. Alors, bureaucratiser l'éducation, c'est juste demander à nos élèves d'écrire des papiers. On écrit, on remet nos papiers. En temps de présentation, on écrit, on remet nos papiers. Ça, c'est la bureaucratie. Et aussi, ça se passe aussi dans les environnements professionnels. On est dans un cubicule et on passe 8 heures à écrire des emails, à écrire en face d'un écran. Alors, l'idée qu'on a eue pour avoir une approche multisensorielle dans l'apprentissage de langue, c'est sortir de la salle de classe, se mettre dans des situations beaucoup plus humaines, beaucoup plus réelles, parce qu'on a 5 sens. On a la vue, on a l'écoute, on a le toucher, on peut aussi sentir. Et on a aussi un 6e sens, que je l'appelle l'imagination. On a beaucoup plus d'expériences qu'on a mis de côté quand on parle de l'éducation, et il faut reprendre ça. On ne doit pas oublier qu'on est des êtres humains. On n'a pas juste un intellect, on a aussi notre sensualité. On est des personnes intellectuelles, mais on est aussi des personnes sensuelles. Notre sensualité est là pour avoir des expériences et pour apprendre nos expériences. Alors, l'impact anticipé qu'on a écrit pour présenter ce projet, que c'est aussi, je l'appelle maintenant l'impact réussi, parce qu'on a arrivé à atteindre le but, c'est de présenter une opportunité unique pour les élèves de transformer ces musées nationaux, ces bâtiments postmodernes, en leur propre salle de classe. Alors, on imagine ces gros musées, les galeries du musée, qui sont très impactantes quand on les visite, ça devient notre salle de classe. Et les étudiants ont eu la possibilité d'améliorer leurs compétences linguistiques et d'appliquer leurs recherches universitaires lors de la préparation et la mise en place des débats, des forums de discussion, des présentations orales à l'intérieur même des galeries du musée. Ceci a eu pour but d'accroître l'intérêt des étudiants envers la langue et la culture hispanique à travers un sujet qui touche des valeurs de respect, de tolérance, d'acceptation, etc. Alors, il y a beaucoup d'histoires dans les musées qui touchent directement la culture de l'Amérique latine et de l'Espagne. On parle du génocide au Guatemala, on parle de la conquête de l'Amérique latine, on parle de la guerre civile en Espagne, on parle aussi du terrorisme d'État en Argentine. Il y a beaucoup d'histoires dans les musées qui ont quelque chose à voir avec les sujets qu'on parle dans le cours de niveau 2000 et niveau 3000. Et l'idée, c'était de sortir de la salle de classe et de bénéficier des expériences multisensorielles qu'on trouve dans le musée. Alors, la faisabilité qu'on a ici pour faire ce projet, d'abord la proximité. Le musée se trouve à 15 minutes à pied, alors c'était très facile d'aller et revenir pour nos étudiants. L'accessibilité, le musée a obtenu beaucoup de prix par rapport à l'accessibilité. Il y a beaucoup d'expériences multisensorielles pour pouvoir faire accessible le contenu des musées à toutes sortes de capacités, mais aussi pour des personnes handicapées. On a le langage des signes, en anglais aussi le langage des signes du Québec. On a aussi le braille, le clavier universel et toutes sortes d'expériences multisensorielles. La pertinence, le contenu du Musée canadien pour les droits de la personne touche de manière significative l'histoire de la personne, l'histoire des droits de la personne en Amérique latine, et aussi un point très important, c'est la liberté académique, le respect de la liberté académique.
je suis sûr que si j'aurais proposé ces projets au musée, ça aurait pris comme 3-5 ans pour arriver. Mais ce projet, c'était d'avoir un financement pour acheter des abonnements pour nos élèves. Alors, l'argent qu'on a reçu, on l'a utilisé pour acheter un abonnement, un membership, pour chacun de nos élèves. L'abonnement nous donne accès illimité pendant 1 an dans le musée. Alors, on pouvait aller n'importe quand et faire ce que nous voulons. Bon, c'est ce que j'allais décider en tant que chargé de cours. Alors, c'est très important de noter que le projet reste la propriété de l'Université de Saint-Boniface et le cours reste dans la charge de chargé de cours. Alors, si j'aurais proposé ça au musée, le musée aurait peut-être voulu dire oui, mais selon notre mandat, selon notre principe, on va faire comme ça, on va faire comme ça. Alors non, on a dû pas demander la permission. C'est juste avec l'achat des abonnements qu'on pouvait visiter librement et faire nos cours aux besoins. Il n'y a pas eu la nécessité d'avoir comme un partenariat entre le musée et entre l'université. Non, juste avec l'achat des abonnements, on a eu l'entrée illimitée pendant 1 an. Même les élèves, avec son abonnement, ils peuvent aller n'importe quand visiter le musée. Alors, ça, c'était quelque chose de très intéressant et quelque chose qui nous a permis de garder la liberté académique. Le cours, c'est à nous, c'est nous qui le préparons et c'est nous qui on décide qu'est-ce qu'on va faire. Alors, ça, c'est les étudiants de niveau intermédiaire, de cours 1263 et 73. C'est les étudiants d'espagnol intermédiaire. Avec eux, on a visité le musée à quelques reprises et on a organisé des visites guidées, mais c'est eux qui ont pris le rôle de guide. C'est eux qui ont préparé la visite, ils sont eux qui ont préparé les présentations. Aussi, on a fait des débats. Je ne sais pas si vous avez visité le musée. Dans le niveau numéro 3, on a un cercle de débats. Et là, on peut suivre des histoires qu'on était discutées dans la Cour suprême du Canada. Alors, on a fait le débat, on a fait les discussions en espagnol. On a suivi un débat dans lequel on s'est posé la question si c'est correct pour les parents de donner la fessée aux enfants. Il y a quelques élèves qui ont dit « Oui, c'est correct. Moi, j'étais enlevé comme ça et c'est bien. » Il y a des élèves qui ont dit « Non, 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 ça, c'est pas bien de frapper les enfants. » Alors, c'était une discussion très intéressante. Et on a eu un autre débat par rapport à l'intimidation, à l'harcèlement qui se passe dans les écoles. Et ici, dans cette activité que je présente dans la photo, je les ai posé plusieurs questions pour qu'ils me disent dans une réponse dans un mot. Alors, ils doivent choisir un mot pour présenter la réponse. Ils sont en train de dire le mot justicia. Justicia, bon, je ne sais pas si c'est... Ici, ça c'est le cours de cinéma, le cours de l'espagnol dans le cinéma, le cinéma dans la culture hispanophone. Un des plusieurs films qu'on a fait, une des plusieurs activités qu'on a fait, c'est on a regardé le film También la lluvia, c'est sur Netflix, Even the Rain, c'est très recommandable, Even the Rain. Ça parle par rapport à la colonisation de l'Amérique latine et aux effets de la colonisation dans le moment présent. Ça se passe en Bolivie pendant un conflit qui s'appelle la guerre de l'eau. Et on compare la colonisation comme ça s'est passé avant et les effets de la violence qu'il y a maintenant en Amérique latine par rapport à l'exploitation des ressources naturelles. Dans les musées, on a fait le lien avec l'exercice de couverture. Est-ce que vous avez déjà fait l'exercice de couverture qui parle de la colonisation au Canada, dans les effets négatifs de la colonisation au Canada? Alors, ce sont les élèves qui sont ici en train de faire l'activité. Cette photo a été prise par
un membre du personnel du musée du 7e étage. Et, par exemple, ça c'est une autre histoire très intéressante. Est-ce que vous avez entendu parler de Viola Desmond? Oui, alors c'était pendant le cours de 3000, le cours de violence. Alors, on a étudié plusieurs personnages dans le sujet du féminisme, plusieurs femmes dans la culture hispanophone qui ont fait quelque chose pour briser les préjugés et les barrières par rapport aux droits des femmes. On a parlé de Frida Kahlo, on a parlé de Juana Inés de la Cruz, mais quelque chose de très intéressant, c'était d'avoir l'histoire de Viola Desmond dans le musée. Ils sont en train de regarder le film parce que pendant le temps qu'on était dans le musée, ça a été annoncé que Viola Desmond allait être sur le billet de $10. Mais aussi, quelque chose de très intéressant, c'est que le musée va être de l'autre côté. Le musée des droits de la personne va être de l'autre côté. Alors, c'est quelque chose que à nos élèves, ça les a donné beaucoup de fierté d'être de Winnipeg, parce que des fois, quand on parle de Winnipeg, on ne parle pas beaucoup de choses positives à l'extérieur du Canada, mais petit à petit, on trouve des sources de fierté pour notre ville. Alors, le projet des panneaux d'esprit, c'est un projet du musée dans lequel, si vous avez visité la galerie des perspectives autochtones, il y a 13 morceaux de bois qui représentent les 13 provinces et territoires du Canada. Alors, ça a été fait avec un partenariat entre les centres d'amitié dans différentes provinces et le musée. Alors, j'ai voulu faire la même expérience quand on a été en train d'apprendre l'histoire de la guerre de conquête au Mexique. Alors, le contenu du musée nous montre ça. Ça, c'est un codice qui s'appelle le Codice Tlaxcala et qui montre la massacre de Cholula. Cholula, c'est la pyramide la plus large, la plus grande du monde, qui se trouve au Mexique. Et ça a été une pyramide qui a été couverte avec la terre par les Espagnols. Et ils ont mis une église dans le sommet de la colline. Alors, on a fait le même exercice que des panneaux d'esprit, mais on a lu un texte par rapport à la guerre de conquête du Mexique. Et chaque groupe d'élèves a fait un petit panneau dans lequel on a dessiné différents moments de l'histoire de la conquête du Mexique. Un autre projet dans lequel on a participé, c'est Tisser un avenir meilleur. C'est une application mobile qu'on peut télécharger sur nos téléphones. Et les élèves, on a eu l'expérience de visionner ça dans la réalité virtuelle, dans des lunettes avec la réalité virtuelle. Et ça parle de coopératives au Guatemala. Le musée a envoyé leur personnel pour interviewer des femmes qui ont des coopératives au Guatemala. Alors, ça a été une façon très interactive aussi de visionner le contenu du musée. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions? Dans mon cours de recherche universitaire, on a parlé du musée en relation avec les fausses nouvelles sur les médias sociaux. Et paraît-il qu'il y avait une publication d'un citoyen qui disait que le musée avait coûté très cher à la ville, à la province, au pays, puis que c'était nul comme musée. Alors, certains de mes étudiants ont cette perception que le musée a coûté cher et amène très peu à la population de Winnipeg. Donc, je salue ce genre de projet parce que, au lieu de se fier aux fausses nouvelles, là, les étudiants peuvent voir véritablement l'importance du musée, mais de vivre le musée comme expérience pédagogique. Donc, vraiment, c'est un projet super intéressant. Puis, en tout cas, moi, je m'en inspire, c'est sûr. Oui, non, c'est très intéressant parce que c'est une des premières choses que j'ai entendu parler
quand je suis arrivé à Winnipeg, c'était « Oh, ce musée, c'est très cher, il y a beaucoup de critiques, beaucoup d'attaques par rapport à ça. » Mais il faut toujours signaler les sources de l'argent. D'abord, il y a une organisation qui s'appelle les Amis du Musée canadien pour les droits de la personne. Ça existe avant que le musée ait été créé. Ils ont ramassé des fonds. Presque la moitié des fonds qu'ils ont eu besoin pour construire le musée, ça vient du secteur privé. Alors, ce sont des donateurs du secteur privé qui ont contribué à la construction du musée. Le reste de l'argent vient du gouvernement fédéral, de la province du Manitoba et de la ville de Winnipeg. Alors, ce n'est pas juste les impôts. En fait, c'est presque la moitié de l'argent qui ne vient pas des impôts, ça vient des donateurs privés. Et c'est très intéressant parce qu'il n'y a pas beaucoup de projets comme ça, comme un musée, une construction d'un musée comme ça, que peut trouver ce partenariat entre le secteur privé et le secteur public. Et aussi, il faut dire que le musée accueille à chaque jour, plus ou moins de 200 à 300 élèves qui viennent pour faire des visites, pour faire des programmes scolaires. Alors, quand on pense à toute la discrimination qui existe dans le monde, à toute la haine qui existe dans le monde, c'est très nécessaire d'avoir des institutions comme ça. Il ne faut pas aller trop loin. Si on traverse la frontière dans le sud, avec nos voisins du sud, je pense que là-bas, un musée comme ça serait impossible d'avoir. Et dans la plupart du monde, dans la plupart des pays du monde, ça serait impossible d'avoir un musée comme ça qui célèbre le mariage entre des personnes du même sexe, qui célèbre aussi la multiculturalité. Alors, c'est très important de célébrer notre diversité comme Canadiens, parce qu'un musée comme ça représente nos valeurs comme pays et comme humanité aussi. Oui? Est-ce que les expositions du musée sont disponibles en espagnol, les présentations? Tout le matériel est bilingue français-anglais, mais le matériel qui touche le contenu de l'Amérique latine, il y a quelques témoignages de personnes qui parlent en espagnol. Mais nos activités ont été développées toutes en espagnol. Alors, pour les présentations qui n'étaient pas en espagnol, comment est-ce que vous avez fait pour rester dans les paramètres? Par exemple, quand on a suivi les cas qui se sont rendus à la Cour suprême, on regardait la vidéo en français, mais tout de suite, on avait les discussions en espagnol. Alors, des fois, il a fallu regarder les vidéos en français, mais on a gardé les discussions et les activités en espagnol. Oui, merci Javier de votre présentation qui est très intéressante. Muy padre, oui. Quelle évaluation est-ce que les étudiants ont fait de cette expérience? Oui, en fait, dans chacune des classes, les élèves ont dû faire un rapport de visite et de leur expérience du musée. Et je pense que la plupart ont fait un rapport très positif. Ils ont eu une expérience très positive. Un commentaire qui a été très récurrent, c'était que c'était magnifique d'avoir la classe en dehors de la salle de classe. Ça, c'est le commentaire. Ça c'est très amusant de sortir de la salle de classe. C'est très amusant de faire nos présentations dans une galerie qui a l'air très différente à notre salle de classe. Alors, je pense que ça a été très positif. Oui. Oui, merci beaucoup. Je ne sais pas si je devais parler au micro ou pas. Oui. J'aurais peut-être beaucoup plus en commentaire à faire, parce que moi, j'ai eu le privilège d'être membre du comité aviseur du musée pendant qu'il était en construction. Et les gens se posaient la question de savoir qu'est-ce qu'il va y avoir dans le musée. Il ne faut pas oublier que le musée a été quand même financé. Au départ, c'était l'idée de Izzy Aspe, qui est d'origine juive. Et il fallait voir, à partir du moment où le fédéral a financé, qu'est-ce qu'il fallait faire. Et le gouvernement conservateur voulait que ce soit un musée feel good. On ne montre pas les choses mauvaises. Et puis moi, j'avais dit, je me souviens à un certain moment, qu'on veut qu'on montre le good, the bad and the ugly. Ouais. Et les Ukrainiens étaient en train de dire qu'ils voulaient avoir aussi leur propre exhibition permanente. Et moi, j'avais dit, écoutez là, moi je viens d'Afrique. 1492, c'est quoi? La découverte de l'Amérique. Ça a scellé le sort de deux peuples.
les autochtones sur lesquels repose le musée. C'est leur place fondamentale. Ils ont leur place. Mais aussi les Africains. 25 millions d'Africains qui ont été amenés en terre d'Amérique comme esclaves. Il en restait 5 millions qu'on nous dit, d'après les historiens. Alors, donc, tout ça, ça fait partie du grand débat pour amener le musée à s'occuper à tout ce qui fait le malheur des gens, mais aussi des éléments d'espoir. On a parlé justement de Viola, qui a changé les choses. Rosa Parks, Nelson Mandela. Moi, j'ai amené cette question-là. Alors, donc, je pense que c'est très, très, très important. Tout le monde peut se retrouver dans ce musée-là parce que c'est l'histoire de l'humanité qui est là. Mm-hmm. Et je leur avais dit, parce que tu parlais de la question que le musée, il est tout près. Je leur avais dit, écoutez, vous traversez la rivière, vous allez à Saint-Boniface. Il y a eu des droits qui ont été violés là-bas. Pendant 90 ans, on a eu des législations qui ont empêché des Canadiens de parler français. Donc, on n'a pas besoin d'aller très loin pour savoir ce qui se passe. Alors, c'est un peu dans ce contexte-là que je voulais répondre à certaines questions, parce que moi, j'ai vu ce musée-là, je l'ai vu complètement évoluer de sa base vers des situations qui pourraient intéresser n'importe qui. Et c'est un musée qui évolue. Hein. Vous pouvez y aller 2 fois, 10 fois si vous voulez. Il y a toujours quelque chose de nouveau. Parce que c'est un musée unique au monde, en ce sens qu'il est justement dans le numérique. Si c'était des pièces qui étaient placées dans des étagères, bon, vous dites, oui, j'étais là-bas, qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? Mais ça évolue. Et c'est pour cela, donc, c'est très bien que vous aussi, vous puissiez vous y retrouver. Parce que aussi, l'histoire de l'Amérique latine aussi, c'est pas une histoire appétissante. Voilà, merci. Merci. J'ai vu des dessins, les étudiants ont fait un dessin. Alors, comment est-ce que vous évaluez un tel projet? Un tel projet. Oui, et les dessins qu'on a fait, on s'est inspiré du projet du musée, le panneau d'esprit, qui a été fait avec les partenariats avec le Centre d'amitié. Et tout le contenu du musée qui a un lien avec la culture autochtone cherche de présenter une approche décolonisée. Alors, ce sont les groupes autochtones qui présentent leur culture avec leur voix, avec leur point de vue. Alors, dans notre cours, on a les textes qu'on a pris de base, sont des textes qui s'appellent la vision de los vencidos, la perspective de ceux qui ont suivi la défaite. Alors, ce sont des textes qui suivent l'histoire de la conquête du Mexique à travers les yeux de ceux qui ont vécu la défaite. Alors, c'est ça, les dessins qu'ils ont faits, ce sont des moments précis qui, dans les textes, marquent les expressions des personnes qui ont suivi la défaite pendant la guerre de conquête. Alors, ce sont nos élèves de notre université, mais qui cherchent d'exprimer d'une façon pictorique les idées qui ont été écrites par des personnes qui ont suivi la conquête des Espagnols. Alors, c'est une expérience. Je pense que c'est une expérience qui n'est pas je ne peux pas dire que c'est une expérience qui est complète. Ça peut être développé d'une façon beaucoup plus professionnelle, je crois. Alors, les dessins étaient faits ici ou au musée? Non, les panneaux d'esprit, ceux qui se trouvent dans les théâtres, autour du théâtre, ça a été fait dans chaque province, dans les centres d'amitié. J'ai été invité en 2013 pour diriger l'atelier au lac Saint-Jean, au Québec. Alors, dans le centre d'amitié, on a travaillé avec des enfants autochtones. On les a posé la question, pour toi, c'est quoi les droits de la personne? Et ils ont fait les dessins dans la même façon que nos élèves ici. Ils ont fait des dessins. Et un artiste autochtone à Québec, elle s'appelle Sonia Robertson. Elle a ramassé toutes ces idées. Il a créé le panneau de bois qui s'appelle le panneau d'esprit. Et il y a 13, un pour chaque province et territoire. Alors, ça a été un projet du musée qui a été fait en 2013, mais on l'a repris pour avoir cette expérience dans nos cours. Oui. Si vous voulez, on va se préparer aux prochaines rencontres. Donc, on va